nous vous apportons ici toutes les astuces possibles pour bien s'hydrater. Ce sont les rendez-vous de la nutrition qui démarrent, mesdames et messieurs. Nous parlons aujourd'hui d'un besoin vital, souvent sous-estimé, l'hydratation. Pourquoi est-il si important de bien s'hydrater et quelle quantité d'eau devons-nous boire chaque jour? Pour tout comprendre, nous recevons pour vous la nutritionniste Dossa Biova Priscilla. Merci d'être là. Bienvenue. Merci. Alors, pourquoi dit-on que l'eau est essentielle à la vie? L'eau n'est pas qu'essentielle à la vie. L'eau, c'est la vie, simplement parce que l'eau contribue à la réalisation de nombreuses fonctions vitales. Quels sont ses rôles, pour la fonction vitale? D'accord. Alors, l'eau permet déjà dans un premier temps de détoxifier notre organisme, c'est-à-dire le débarrasser des toxines. Ensuite, l'eau permet également de maintenir le volume sanguin. Ensuite, l'eau va également contribuer au transport des nutriments vers les organes. Et pour finir, l'eau permet également de réguler la température du corps. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est mal hydratée? Alors, d'un sujet à un autre, comme pour toute pathologie, les signes peuvent varier. Mais on peut observer par exemple la bouche sèche. Il y a, outre cela, la sensation d'uriner qui est moins fréquente et les urines qui sont foncées. C'est-à-dire l'individu a moins envie d'uriner et son urine est foncée simplement parce que c'est concentré en toxines. Outre cela, l'individu peut aussi présenter des symptômes comme le mal de tête et les vertiges. Ah bon? Bien sûr. Ah ben ça c'est... Parce que quand on n'est pas bien hydraté, les toxines sont concentrées. C'est ça. L'eau qui a débarrassé les toxines, la quantité est plus faible, donc l'urine est concentrée en toxines. Il aurait fallu beaucoup plus d'eau pour mieux débarrasser et que l'urine soit moins foncée. Eh bien, quels sont les risques alors pour la santé d'un manque chronique d'eau? Ok, quand on parle de manque chronique, c'est que c'est sur le long terme. Oui. C'est resté constant. L'individu s'est mal hydraté pendant longtemps. Ça peut entraîner de nombreuses pathologies, entre autres des maladies liées aux reins et au foie. Et quand on laisse cet aspect, ça peut aussi créer des troubles de concentration sur la durée. Sans compter aussi les infections urinaires à répétition. Juste par manque d'eau. Bien sûr. Parce que pour aider notre rein, on lui apporte de l'eau. Le rein est l'un de ces organes-là qui participe à l'élimination des déchets ou des toxines, si vous voulez, de l'organisme. Et pour l'aider, nous devons lui apporter de l'eau. Et quand on n'apporte pas de l'eau, on met le rein en difficulté. Et progressivement, ce sera le foie et ainsi de suite. Ainsi de suite, tous les organes. Bien sûr. Peut-on avoir les besoins en apport d'eau selon les âges? Quand on prend les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées? Déjà, il faut savoir que chez les enfants de 0 à 6 mois, aucune quantité d'eau n'est nécessaire. Il est important que je précise cela parce que dans notre contexte, on voit beaucoup de mères donner de l'eau à nos enfants qui sont tout jeunes, 0 à 6 mois. Ils n'ont pas besoin d'eau. L'allaitement exclusif. Exactement. Donc à cet âge, c'est 0 goutte d'eau. 0. Tout ce qui est nécessaire est déjà apporté par le lait maternel. Ensuite, quand on laisse cette tranche d'âge-là de 6 à 12 mois, je vais utiliser comme référence un verre de 250 ml. Dans ce groupe d'âge, il faut en moyenne 3 à 4 verres d'eau par jour. Maintenant, quand on va plus loin, de 2 à 3 ans par exemple, 4 à 4 verres et demi suffiront, tous sexes confondus. Mais lorsqu'on va beaucoup plus loin, de 3 à 4 ans par exemple, il faut augmenter un peu les quantités. Donc, les faire passer à 5 verres par exemple d'eau par jour. Et quand on passe de 4 à 9 ans, il faut 6 verres. Et lorsque l'enfant a environ 9 ans, de 9 à 13 ans, il faut généralement 6,5 verres d'eau. Là, quand c'est une fille, et chez le sujet de sexe masculin, il faut plutôt 8 verres d'eau. Pourquoi cette différence en fonction du sexe? Alors, les besoins en eau, comme les besoins en nutriments, varient selon le sexe. C'est pourquoi, dans cette tranche d'âge, il y a une variation. Le sexe masculin a plus besoin d'apport en eau que de la fille? À cet âge-là. Ah bon, d'accord. Et quand on va plus loin, pour les adolescents et les adultes, c'est pareil.
Alors qu'on recommande pour les femmes ou les jeunes filles, adolescentes et les adultes, 8 verres d'eau. Pour les hommes, on va jusqu'à 10 verres d'eau par jour. Donc finalement, sur toute la ligne, les hommes doivent boire plus que les femmes. Idéalement. Et la suite, pour les personnes du troisième âge? C'est pareil. Alors, chez les personnes du troisième âge, par contre, il y a un détail qui est important. Les effets du vieillissement font que ce groupe de personnes a un besoin plus important en eau. Donc chez eux, on va augmenter 1 à 2 verres de 250 ml en plus. En plus, oui. Mais comment peut-on les aider à y arriver, à boire l'eau qu'il faut et quand il faut? Comme pour tous les sujets d'ailleurs, il est important d'avoir un objectif. Parce que quand on n'a pas intégré quelque chose comme un objectif, on ne peut forcément pas œuvrer pour. Donc à partir du moment où, pour la personne âgée, on a déterminé un objectif, on se met les moyens pour atteindre cet objectif. Et comme moyen, par exemple, il peut y avoir de déterminer, par exemple, par jour des heures fixes, peut-être à intervalle de 45 minutes, où on sait qu'on doit boire de l'eau. Et comme on le fait pour nos rendez-vous, ce que moi je fais, par exemple, c'est de mettre dans mon agenda, je dois boire de l'eau à telle heure. Et ça me vient en rappel et je sais que je dois boire de l'eau. C'est comme quand on rappelle un médicament. L'eau, c'est comme ça. On doit se donner les moyens de boire. Maintenant, en période de chaleur ou lors des activités physiques, que faut-il ajuster dans sa consommation d'eau? En période de chaleur et quand on pratique une activité physique, la transpiration fait qu'on perd d'eau. Et vu qu'il y a des pertes, il faut nécessairement combler. Donc le besoin en eau augmente. Donc, il est impératif pour toute personne pratiquant une activité physique et en temps de chaleur de veiller à consommer assez d'eau. Certaines personnes croient que les jus, les boissons gazeuses, surtout les sodas, peuvent facilement remplacer l'eau. On va aborder cette partie de la question avec vous juste après cette pause. L'eau, c'est la vie. Chaque jour, notre corps a besoin d'eau pour bien fonctionner. Boire de l'eau permet de garder notre corps fort et en bonne santé. Quand on boit bien, on respire mieux et on a plus d'énergie. L'eau aide notre corps à éliminer les déchets. Sans assez d'eau, nous pouvons être fatigués et malades. L'eau régule la température de notre corps. Quand il fait chaud, boire de l'eau nous aide à éviter la fatigue et les maux de tête. Boire assez d'eau donne une belle peau, aide à bien digérer les aliments et permet aux nutriments d'arriver dans tout le corps. Ne remplaçons pas l'eau par les sodas ou les jus sucrés. Rien ne vaut de l'eau propre et fraîche. Buvez de l'eau pour une vie plus saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, retour en studio pour poursuivre notre entretien sur la bonne hydratation avec notre nutritionniste. Alors, Madame Dossa, que pensez-vous de la consommation d'eau réfrigérée ou glacée pendant les repas? Ça fait un tel effet qu'on se dit, est-ce que c'est bon pour la santé? Oui, c'est des conseils. En fait, quand on boit de l'eau réfrigérée, Oui. voyez l'eau réfrigérée comme une eau qui est à moins 4 degrés Celsius, par exemple. Alors que la température de l'organisme, c'est 37 degrés Celsius. Donc, quand on boit une eau à cette température-là, on donne du fil à retordre à l'organisme qui doit d'abord se charger de ramener l'eau à 37 degrés Celsius. Donc, dans un processus de digestion, ça peut alourdir les choses et entraîner des troubles digestifs. Déjà, aucune boisson au monde ne peut remplacer l'eau. L'eau du robinet, quand elle est bien filtrée et propre, reste la meilleure eau de consommation qui soit. Maintenant, pour revenir à la question des boissons, il faut savoir que ces boissons-là contiennent beaucoup plus de sucre que toute autre chose. Or, le sucre, c'est quelque chose qui va nous exposer à de nombreuses pathologies graves, comme le diabète, sans compter l'obésité, qui est un facteur, si vous voulez, de risque de plusieurs maladies chroniques graves qui sévissent actuellement, notamment les maladies cardiovasculaires, les AVC, sans compter aussi tout ce qui est cancer. Dès qu'il y a obésité, l'obésité fait le lit à toutes ces maladies chroniques-là. Alors, l'alcool est souvent consommé au quotidien dans certaines communautés, parfois à jeun.
Quel est son effet sur l'hydratation et la santé? L'alcool. Il faut savoir que l'alcool n'a pas un effet positif sur l'hydratation. Bien au contraire, ça va entraîner une perte d'eau. Mais même au-delà, l'alcool est toxique à l'organisme en ce sens qu'elle peut favoriser beaucoup de maladies, comme les maladies hépatiques par exemple. Ce n'est pas pour rien qu'on entend que les personnes qui ont été alcooliques pendant longtemps développent des maladies comme la cirrhose du foie. C'est dû à ce lien-là. Alors, quelles sont les recommandations à faire pour vous, en tant que nutritionniste, des recommandations pour ceux-là qui consomment régulièrement l'alcool? Déjà, comme je disais, aucune dose d'alcool n'est tolérable. L'alcool, même en faible quantité, est toxique à l'organisme. Mais pour ceux-là déjà qui en consomment régulièrement, ce que je peux recommander par exemple, c'est de réduire les consommations à une seule par jour. Et une consommation par exemple de bière correspond à une bouteille de 33 centilitres. Et quand je prends les boissons un peu plus fortes comme le vin, une consommation correspond à 150 ml, soit le 3/4 d'un verre à bambou. Mais quand je prends les boissons comme le whisky, le solabi, un verre de talopénie, c'est suffisant. C'est suffisant. Mais qu'en est-il des femmes enceintes, des tout petits? Alors, chez ce groupe de personnes, il vaut mieux ne pas du tout consommer l'alcool parce que la consommation d'alcool dans ce cas-là va entraîner des dommages très importants chez l'enfant. Dans l'enfant qui est dans le ventre, ça va entraîner des malformations, causer un retard de croissance, causer un déficit cognitif. Voilà. Donc, il vaut mieux éviter l'alcool chez ce groupe de personnes, enfants et femmes enceintes. Que faire de façon pratique pour vraiment être habitué à boire de l'eau? Est-ce que vous avez des astuces à partager avec nous? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment alors là pas du tout l'eau plate. Parfois, elles sont obligées d'ajouter du sucre ou de l'huile essentielle pour changer le goût de l'eau. Quels sont les conseils que vous avez pour ces personnes? Alors, de façon pratique, déjà, c'est de définir des objectifs, comme je le disais plus tôt. Et quand on a défini ces objectifs-là, pour s'aider, utiliser des outils comme les alarmes, la planification et tout. Maintenant, pour ce groupe de personnes qui n'aiment pas forcément boire de l'eau plate, ce que je peux recommander, par exemple, c'est de penser aux eaux de fruits. Une eau de fruits, par exemple, c'est une eau dans laquelle j'ai tranché du citron. Ça peut, un temps soit peu, changer le goût de l'eau. Si on veut aussi des feuilles de menthe, mais en veillant à bien nettoyer ces feuilles de menthe au préalable. Alors, à une famille béninoise, des conseils à une famille béninoise pour améliorer l'hydratation quotidienne sans un coût supplémentaire? Alors, déjà, l'eau du robinet reste la meilleure eau. Et même si elle a un coût, le coût n'est pas très élevé. Donc déjà, à une famille qui veut améliorer l'hydratation sans se ruiner, déjà s'abonner à son eau de robinet pour commencer. Et si on est dans une zone où il y a régulièrement des coupures d'eau, constituer son stock à l'avance. Et quand on est en famille, c'est encore beaucoup plus facile parce qu'on peut s'entraîner à travers des challenges. Ah maman, aujourd'hui j'ai vidé ma bouteille. Ah maman, aujourd'hui j'ai vidé, tu m'offres quoi? Et ça peut être ludique et inciter les enfants à boire de l'eau. Et entre conjoints encore, c'est beaucoup plus facile. Ah chérie, essaie de boire beaucoup d'eau aujourd'hui. Ainsi de suite, on s'épaule et on atteint ensemble cet objectif-là, sans coût supplémentaire. N'oublions pas, l'eau du robinet demeure la meilleure eau. C'est une meilleure eau à boire. Parce que parfois, les eaux dans nos bouteilles, il faut aller vérifier encore la qualité de certaines eaux en bouteille. Exactement, qui peuvent contenir parfois des quantités importantes de sodium. Ah ben voilà. Donc il faut veiller à l'étiquette. Parce que quand on parle d'hypertension, par exemple, il y a le sel qui est un facteur de risque. Oui. Et quand on voit dans une bouteille d'eau d'1,5 litre, par exemple, 25 mg de sel ou de sodium, attention. Raison pour laquelle les eaux minérales sont parfois des eaux conseillées par des médecins. C'est devenu un médicament ailleurs. Et il ne faut pas en exagérer. Madame Dossa, merci pour toutes ces précisions. Un mot à ajouter pour terminer? L'eau, c'est la vie et s'hydrater, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre aujourd'hui. Et moi, j'ajouterai, il ne faut pas confondre l'hydratation avec les sodas. C'est deux choses différentes. Mesdames et messieurs, c'est donc terminé pour les rendez-vous de la nutrition de ce jour. On parlait de la bonne hydratation. Avec notre nutritionniste, on a eu assez d'astuces pour bien s'hydrater. On va se dire à très vite pour un autre numéro, toujours pour la bonne santé, toujours pour la bonne alimentation et la bonne nutrition.